ça. Bien, bonjour tout le monde. Mon nom est Martine Lacasse. Je suis de la manufacture, l'incubateur accélérateur d'entreprise des Laurentides. Donc ici, on est, probablement que vous nous connaissez déjà, on est spécialisé dans la transformation alimentaire et la fabrication. Mais c'est aussi l'incubateur des Laurentides, c'est aussi un centre d'affaires au cœur de notre écosystème. Et qu'on est là aujourd'hui pour accueillir un de nos partenaires experts conseils qui va venir en fait vous parler du financement, de l'importance du financement, de bien comprendre, de bien choisir aussi comment on va le faire et d'aller vers des experts conseils pour nous éclairer davantage. Fait que Jean-Sébastien Roy, c'est notre invité conférencier ce matin. Il va nous parler des astuces, des pièges à éviter quand on parle de financement, mais aussi vous avez peut-être plein de questions, bien, il est là pour démystifier ces questions-là, pour que vous y voyez plus clair, puis vous preniez des décisions plus stratégiques pour le succès de votre entreprise. Jean-Sébastien Roy, il est directeur des services aux entreprises de la SADC des Laurentides. Il possède une grande expérience en services conseil, en financement d'entreprise. Alors, Jean-Sébastien, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Martine. Effectivement, merci beaucoup pour l'opportunité de faire cette présentation-là. En fait, je vais faire un petit topo vite, qui est ce qu'on est, la SADC des Laurentides. On est un organisme local de développement du territoire. Ce qu'on fait principalement, c'est du financement conseil. On offre du mentorat d'affaires, on offre des formations, des conférences et compagnie. Bref, on est là au service des entreprises de notre territoire, c'est-à-dire de la MRC des Laurentides et de la MRC des Pays d'en haut. Donc, on offre une panoplie complète là, de services aux entreprises. Voilà pour le petit topo rapide. Donc, je peux tout de suite passer à la conférence. Dans le fond, ici et ici. Évidemment, je l'ai fait il y a 2 minutes, ça marchait. Là, ça ne marche plus. Ça ne sera pas long. Là, voilà. Et on est parti. Donc, les objectifs de la rencontre aujourd'hui, bien, effectivement, comme Martine l'a mentionné, c'est vraiment de mieux comprendre les différents types de financement qui sont offerts, oui, par les institutions, par les organismes prêteurs, comment chercher notre financement, je vous dirais surtout comment choisir le bon type de financement en fonction du projet qu'on a à financer et de la nature de ce projet-là. On va le voir plus tard, je ne vais pas tout de suite dans le détail. Mieux planifier sa gestion financière afin de maximiser son fonds de roulement, effectivement, afin de bien connaître sa situation de son entreprise, puis, bien, évidemment, de mieux cibler puis comprendre les exigences des organisations. Pour s'assurer que nos demandes de financement, que notre projet est aligné avec les objectifs puis les attentes de ces derniers. Donc, un petit plan rapide de la conférence. Bien, évidemment, ça commence par une bonne préparation. Préparation de votre projet pour votre demande, comme j'ai dit, de bien être au courant de la structure financière de son entreprise. Qu'est-ce qu'est la capitalisation? C'est quoi l'importance? Qu'est-ce que ça veut dire en français, cette affaire-là? Quels sont les différents types de financement? Effectivement, l'importance du fonds de roulement, les principaux programmes. On va en passer rapidement. Je dirais que c'est plutôt les types de programmes qu'on va passer. Parce que dans le grand détail, je pourrais faire 2 heures juste à vous présenter des programmes de financement, puis ça serait super ennuyeux. Donc, pour ça, il y a des experts qui sont là pour ça. Et des petits trucs pour venir bonifier votre demande par la suite. Première étape, évidemment, préparation. Préparation, faut savoir un peu qu'est-ce que le prêteur va vouloir demander. Bon, que vous soyez en démarrage, que vous soyez déjà démarré, si vous avez déjà fait une demande de financement, vous savez que la documentation demandée peut être ou ne pas être fastidieuse selon le type de projet, selon ce qu'on veut financer. Évidemment, la première affaire à faire, c'est de présenter le projet. Qu'est-ce que vous voulez faire? À quoi va servir l'argent? Fait on parle d'un plan d'affaires.
Oui, je vous dirais un sommaire de projet, peu importe. Bref, ce que le but ici, c'est de venir décrire qu'est-ce qu'on veut faire et qui est-ce qu'on est. Il ne faut jamais prendre pour acquis que la personne qui est de l'autre côté de la table va comprendre, sait déjà d'avance qu'est-ce qu'on fait, qui est-ce qu'on est. Donc, effectivement, de bien expliquer c'est quoi notre plan, c'est quoi notre modèle d'affaires, comment est-ce qu'on génère de la richesse, c'est où notre valeur ajoutée dans notre entreprise, comment est-ce qu'elle s'inscrit dans son marché, donc le risque du secteur d'activité, c'est quoi notre capacité de payer, c'est quoi notre historique financier. Pour un prêteur, quand on reçoit des demandes de financement, effectivement, que c'est une des premières, c'est une des premières choses qu'on va chercher à voir, c'est de voir l'historique financier ou du moins la planification financière qui est en lien avec le projet. On reçoit malheureusement trop souvent des demandes de financement avec des historiques financiers qui sont inconnus. Je vous dirais qu'ils soient déficients puis qu'on le sache, c'est pas grave. Tu sais, par exemple, de faire une grosse perte puis durant les 2 dernières années, mais qu'on est conscient de la perte puis qu'on est capable de l'expliquer, est pas mal moins insécurisant pour un prêteur que d'arriver avec un historique financier qui est inconnu, dans le sens que tu dis, ben, j'ai mis ça dans les mains de mon comptable, puis ben, il va me donner ça à la fin de l'année. OK, mais on dit ouais, d'accord, mais au courant de l'année, qu'est-ce que vous faites de vos chiffres? Comment est-ce que vous gérez tout ça? Bref, ce type quand on arrive avec des historiques financiers qui sont inconnus, c'est très insécurisant pour un prêteur. Il faut être au courant de ces chiffres, évidemment. Et bien oui, effectivement, les prévisions financières, quand on parle de la capacité de payer, pourquoi c'est important de le savoir d'arriver devant le prêteur? C'est par exemple, vous dites, bon, j'ai un projet, faut que je rénove telle portion de mon local, il faut que j'achète de l'équipement, de l'inventaire et compagnie, puis je veux financer tout ça. On dit, OK, parfait. On dit, j'ai besoin d'exemple, 50 000 D'accord. Est-ce que vous avez la capacité de payer un financement de 50 000 dans des conditions, disons, régulières? On va dire un prêt sur 5 ans avec un taux d'intérêt X. Si c'est votre prêteur potentiel qui vous apprend que vous n'êtes pas capable de le payer, encore une fois, très insécurisant pour ce même prêteur-là. De là, le pourquoi, il faut être capable de le calculer d'avance. Qu'est-ce que vous êtes capable de rembourser? Puis est-ce que déjà d'avance, vous êtes au courant qu'avec votre capacité à générer des fonds par année, donc, c'est-à-dire vos bénéfices nets, puis surtout, c'est vos fonds générés, là, votre fonds de roulement, est-ce qu'ils vous permettent de payer ça présentement? Sinon, est-ce que vos prévisions financières vous montrent que vous allez être capable de le payer? Fait que, si vous dites, bon, ben, présentement, je génère 20 000 de revenus par année excédentaires, je n'ai de besoin, on va dire, de 30 pour faire ce projet-là, ben, est-ce que le projet va me générer le dernier 10? Ou non? Ou est-ce qu'il va m'en coûter plus? Pourquoi? Bref, c'est d'être capable de bien maîtriser sa capacité de payer. Puis, comme je vous dis, la pire affaire, c'est de se le faire dire par son banquier, dire non, tu n'as pas la capacité de payer. Je vous dis, si c'est votre banquier qui vous dit, les chances qu'il vous prête sont assez faibles. Euh, donc, c'est ça. Puis, ben, oui, il faut effectivement qu'ils comprennent votre modèle d'affaires, votre plan d'affaires. Ça reste qu'un prêt. C'est un investissement, c'est un placement. Par exemple, chez nous, ben, tout prêt, on le voit comme un investissement. Nous, si on investit dans une entreprise, c'est qu'on croit dans son modèle d'affaires, puis qu'on croit que le modèle est solide, puis que la personne qui mène ce modèle-là est solide. Donc, il faut être capable de bien l'expliquer, puis de bien faire comprendre à votre interlocuteur comment est-ce que vous générez de l'argent. Comme je dis, de ne pas prendre pour acquis qu'il va le savoir parce que vous avez le nom X, Y, Z. Faut qu'il comprenne ça. L'entrepreneur, bon, on a parlé du projet. Qu'est-ce que ça prend? Où est-ce qu'on en est? L'entrepreneur, ben, effectivement, est aussi, sinon plus important que le projet. Encore une fois, je vous dis, on reçoit souvent des projets qu'on va dire, ouais, c'est un peu moyen peut-être, sauf que quand l'entrepreneur nous parle, on dit, oh, OK, on a quelqu'un de vraiment solide. On parle, bon, formation, expérience, expertise, profil, valeur et dossier de crédit, je vais lui revenir après, là, mais bref, on a vraiment quelqu'un de solide qu'on sait qu'il a les compétences, qu'il a le réseau, qu'il a l'expertise pour mener à bien ce projet-là. Et l'inverse est aussi vrai.
On a des projets qui, des fois, font vraiment wow, mais il ne faut pas juste se fier là-dessus. Si vous dites j'ai des lacunes au niveau personnel, je n'ai pas la formation, je n'ai pas l'expérience pour faire tel ou tel aspect de mon entreprise, pour nous, ça va sonner des cloches, puis ça se pourrait qu'on ne le fasse pas. Pas plus tard que dans les dernières semaines, en fait, on vient d'en faire un dossier de financement qui ressemblait un petit peu à ça. Il y avait une lacune qui avait été observée au niveau technique, c'est-à-dire au niveau des opérations. Le promoteur, on disait, ouais, ben, je ne suis pas convaincu que l'entrepreneur a les compétences complètes pour faire son dossier. Pourtant, projet A1. A++, on était vraiment convaincus. Puis finalement, à force de discussion avec le promoteur, ben, il a pris la décision d'aller chercher de l'expertise autour, de prendre des partenaires pour venir combler ces lacunes-là. Donc, encore une fois, il faut en être conscient de nos forces, de nos faiblesses, nos expériences, expertises. Et ensuite, notre valeur et notre dossier de crédit. Autant que ça puisse paraître banal dans le big picture, là, dans le portrait global de votre projet d'affaires, dites-vous que vous allez toujours être le premier garant des dettes de votre entreprise. Votre valeur nette est importante et votre dossier de crédit est super important. Je vous dirais, dans les 5 à 10 premières années de vie d'une entreprise, de toute façon, la première enquête qui est faite sur votre dossier de crédit, à moins que vous ayez des besoins super élevés, c'est votre dossier personnel qui vient débarrer, disons, la première porte. Par exemple, chez nous, ben, ça va prendre une cote de crédit minimale qui va être à 6,50, qui est plus bas que ce que l'industrie demande. Mais si on n'est pas capable d'atteindre minimalement ce bout-là, ce 6,50-là, la porte ne s'ouvre même pas. Donc, c'est juste de dire, même si vous dites, ben moi, j'ai tout mis, tout ce que j'avais personnellement, par exemple, dans mon entreprise, j'ai pris toutes mes cartes de crédit, j'ai pris tout. Puis là, j'ai plus d'argent, je ne suis plus capable d'aller de l'avant, puis j'ai amputé mon dossier de crédit personnel au maximum. Ben, au final, justement, vous serez plus capable de rien emprunter de plus. Donc, de là, l'importance de bien doser là, votre dossier de crédit. Encore une fois, il n'y a rien de plus fâchant que d'arriver avec un projet qui fait du sens, avec un promoteur qui fait du sens, puis qu'au final, ce qui bug, c'est la cote de crédit, c'est le dossier de crédit. Il y a des alternatives. On peut aller chercher un cautionnaire, on peut aller offrir des garanties supplémentaires, mais je vous dis, on part déjà, disons, avec un moyen. Là. C'est pas la situation la plus idéale. Ensuite, ben, effectivement, l'équité, la valeur de l'entreprise pour les entreprises qui sont déjà actives, qui sont en opération, ben, comme je vous disais, de connaître la situation financière de votre entreprise vient aussi à venir évaluer l'équité, la valeur nette de votre entreprise. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important pour l'effet de levier. C'est important pour être capable de dire, ben, OK, c'est quoi le pivot que j'ai pour être capable de lever du financement? Disons en termes plus concrets, qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que je vais être capable de lever du financement sans remettre de mise de fonds supplémentaire ou est-ce que je vais être obligé de remettre de l'argent? Scénario, disons, ça fait 2 ans que l'entreprise roule à perte. Ça peut être normal, ça peut être dans le cycle économique, mais disons que l'entreprise a une valeur au livre, une valeur comptable qui est plutôt autour de zéro ou du moins très faible. La règle du pouce, là, c'est que votre équité peut vous servir de levier pour aux alentours de 4 pour 1. C'est-à-dire, on peut lever 4 de dette pour 1 de valeur nette. Puis on parle vraiment de règle du pouce, là, ça va dépendre de chaque entreprise, mais rapidement, on est capable de faire une évaluation. Que c'est ce qu'on appelle le ratio de la banque. Là. Le ratio de la banque va nous dire ben, une entreprise qui a 4 de dette pour 1 d'équité, généralement est en relativement bonne santé financière. Comme je vous dis, ça va dépendre des secteurs d'activité. C'est vraiment une règle du pouce. Mais tout ça pour dire que si on dit, ben OK, je vois que mon entreprise n'a pas de valeur nette, tu dis, ouais, moi, j'ai investi tout ce que j'avais ou j'ai mis pas mal tout ce que j'étais capable, mais je veux aller de l'avant avec mon projet, j'ai besoin de financement supplémentaire. Bien, ça va vous dire, ben OK,
si je n'ai pas l'équité, si mon entreprise ne le vaut pas ou que je n'ai pas la capacité de moi-même le réinjecter, ça va vouloir dire qu'il va falloir que je trouve des alternatives. Soit que j'aille chercher ce qu'on appelle du love money, donc de l'argent des proches, de la famille, peu importe, aller rechercher un investissement supplémentaire qui va permettre de faire l'effet de levier pour aller chercher le restant de l'argent dans votre projet. Et finalement, le potentiel de garantie personnelle et pour la compagnie, comme j'ai mentionné plus haut, effectivement, que votre valeur nette personnelle va inévitablement entrer en ligne de compte euh, dans la capacité d'emprunter, dans la capacité de prêter, puis la qualité des actifs sur la valeur réelle. Le plus facile à comprendre, c'est justement, on va acheter une bâtisse. Ben, la bâtisse, c'est de la brique puis du mortier. On est capable de facilement se garantir dessus. Des fois, ça peut devenir un peu plus complexe quand on parle d'équipements pour des plus petits équipements, pour des équipements qui ont des valeurs très nichées, par exemple. Là, que les actifs qu'on peut donner en garantie ont une valeur qui est plus ou moins là, qui est plus variable. Mais bref, tout ça pour dire que c'est important d'en être conscient du type de projet qu'on a à financer. Si on arrive et qu'on dit, ben, le potentiel de garantie que j'ai, moi, je veux financer un fonds de roulement parce que je veux refaire mon site web. On dit, ben ouais, OK, on va s'attendre déjà d'avance dans notre calcul de capacité de payer. Ben, il faut déjà prévoir que probablement que notre taux d'intérêt va être un petit peu plus élevé parce qu'on n'a rien à donner comme garantie dessus. Ça peut paraître de base, mais je vous dis, la majorité du temps, cette réflexion-là n'est pas nécessairement faite. Ce qui nous amène vers la capitalisation. Oui. Oui, je m'excuse, j'ai eu de la difficulté à me brancher. Alors, je ne sais pas les questions. Est-ce qu'on a déterminé qu'on les posait à la fin ou est-ce ça va être à la fin, oui. Ça va être tous à la fin. OK, ouais. Parfait. Donc, prenez des bonnes notes pour me revenir avec ça. Donc, c'est ça. Pour ce qui est de la capitalisation, qu'est-ce que c'est? C'est comme je disais, c'est la valeur nette, c'est la mise de fonds qu'on a mis dans l'entreprise. Bon, pour une entreprise qui est incorporée, ça peut représenter les actions, les avances des actionnaires, des bénéfices non répartis, des surplus d'apport et compagnie. Bref, ce qui est surtout important ici avec la capitalisation, c'est de savoir que c'est la première source de financement de votre entreprise. C'est l'élément premier de la structure de votre compagnie, de la structure financière de votre compagnie. Puis de la façon que c'est analysé du côté d'un prêteur, c'est de voir à quel point est-ce que vous croyez dans votre projet d'affaires. Fait souvent, ce qu'on a comme demande, c'est de dire, bon, ben j'ai un projet de 50 000 je veux 50 000 de financement pour le faire. Ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est ce que vous demandez, dans le fond, à votre prêteur, c'est de dire, ben j'ai un beau projet, mais je n'y crois pas assez pour mettre moi-même de l'argent dans mon propre projet. Je veux que vous preniez le risque au complet pour moi. Je sais que c'est dans les faits, c'est pas ça que vous voulez. Souvent, c'est tout simplement par manque de liquidité. Vous dites, ben, j'ai besoin pour le faire, sinon je ne pourrais pas le faire si je n'ai pas toute la liquidité. Ce que la capitalisation vient faire, puis c'est de là qu'est la logique du pourquoi est-ce qu'on demande des fois des mises de fonds minimales. Que vous allez voir, bon, ben, j'ai besoin de 25 de mise de fonds, j'ai besoin de 10 de mise de fonds. C'est pour dire, ben, OK, pour aller vers ton projet, si par exemple vous dites, ben, j'ai un projet de financement de site web, disons, puis je n'ai pas déjà de l'équité dans mon entreprise, ben, ça se pourrait que la portion de mise de fonds qui vous soit demandée soit pas mal plus élevée que si on veut financer une bâtisse, par exemple. Parce que la bâtisse va offrir un levier de garantie qui est intéressant. Fait qu'on peut vous en dire, ben, OK, tu vas acheter la bâtisse. C'est pour ça que des fois qu'on voit, ben, OK, avec un 20 avec un 10-15 on va être capable de faire la transaction. Pour une transaction de site web ou de peu importe qu'est-ce que ça peut être, tout ce qui est actif, qui est intangible, là, disons, c'est moins rare qu'on voit ben, OK, on va être plus dans le 40-50 de mise de fonds demandée. Pourquoi? Ben, OK, tu es prêt à aller de l'avant. Ça me prend une équité minimale de temps pour être capable de prêter. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de potentiel de garantie. Fait qu'en d'autres mots, c'est ce qu'on vient de dire, ben,
c'est correct qu'on va y aller 50-50 dans ton projet, par exemple. Parce que justement parce que c'est un projet qui est plus risqué, qui n'offre pas de garantie là, pour le prêteur. Donc, voilà le pourquoi, puis la logique de la mise de fonds, puis pourquoi est-ce que ça peut varier d'un projet à l'autre, comme je disais précédemment, en fonction de la situation historique de l'entreprise, puis en fonction du type de projet, le montant de mise de fonds demandé peut être différent. Tout ça nous amène à, avec les types de financement offerts, puis je vous dis, on parle ici de financement 101. Bon, il y a différents types de financement. Je dirais la règle d'or numéro 1, ce qu'il faut toujours tenter de respecter au maximum, c'est de tenter de financer des projets ou des actifs à court terme avec un financement à court terme, puis des actifs puis des projets long terme avec du financement long terme. J'explique ça de façon, encore une fois, avec un exemple qui est bien simple et qui est facile à comprendre. On n'achète pas un véhicule avec une marge de crédit. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça? Des fois, c'est la façon facile. On dit je vais le payer comptant. Je vais être capable d'aller me chercher de l'escompte sur l'achat direct de mon véhicule. J'ai une marge de 40 000, j'ai besoin de 35 000 pour acheter le véhicule. Je l'achète, c'est réglé. On n'en parle plus. La marge de crédit, c'est quoi? C'est votre marge de manœuvre. C'est votre coussin financier pour vos opérations courantes. Ce qu'on fait disons, en achetant un véhicule ou un actif à long terme, un équipement, peu importe, ce qui sert sur plusieurs années, avec un financement qui est à court terme, c'est qu'on vient amputer notre capacité notre flexibilité, notre capacité à répondre à des contre-coups où on perd des opportunités. Si par exemple, on dit j'ai acheté le camion, justement, je suis capable de faire les remboursements sur la marge, jusque-là, tout va bien, c'est correct. J'ai un compétiteur qui fait faillite pour X raisons. Il y a un surplus d'inventaire où j'ai la possibilité d'acheter beaucoup d'inventaire ou des équipements ou peu importe, vraiment le court terme. Il faut que je l'achète. J'ai besoin de la rapidité d'investissement tout de suite, puis je sauve 50 par exemple, sur cet inventaire-là. Bien là, vous dites, ouais, je l'avais, je ne l'ai plus. Fait qu'au final, c'est un coût d'opportunité qu'on vient de perdre juste là. On dit, ben ouais, j'ai sauvé, exemple, 2 sur le taux d'intérêt long terme en l'achetant à court terme. Mais au final, j'ai pris toute ma liquidité, tout mon excédent de liquidité, puis là, je ne l'ai plus. Fait qu'on se ramasse à perdre ce 50 de rabais-là sur de l'inventaire. C'est des exemples peut-être un peu gros, mais je vous le dis, ça arrive pas mal plus souvent que ce qu'on pense. Fait que ce qu'on dit, c'est effectivement de rester, de tenter au maximum de financer à court terme avec des financements à court terme. Donc, on parle effectivement de marge de crédit. La marge de crédit va souvent être garantie par les comptes à recevoir puis l'inventaire. Bien, ce que ça vient se garantir avec, ça vient aussi pas mal dire ce qu'il faut que ça finance. Dans le sens que on parle d'une marge de crédit, c'est comme je vous le disais, c'est votre coussin financier. Durant l'année, on le sait, les flux de trésorerie, ça bouge, ça va se promener. C'est à ça que ça sert, la marge de crédit, et non à acheter de l'actif à long terme. Ça sert à faire les payes à court terme. Bref, c'est ça. C'est quand il y a une entrée d'argent à court terme qui est prévue pour un type d'achat, ça veut dire que c'est un bon type d'achat qu'on peut mettre sur une marge de crédit, par exemple. C'est sûr que, pour du salaire, on peut dire qu'il n'y a pas d'entrée directe reliée. Par contre, s'il n'y a pas de salaire, il n'y a pas d'employé, vous n'avez pas de revenu non plus. Fait que c'est de dire ce qui sert à générer du revenu là, dans les opérations courantes, c'est une bonne dépense pour une marge de crédit parce qu'il y a un remboursement qui s'en vient ou qui va venir à court terme. Les cartes de crédit, c'est un peu le même principe, là, vous le savez, sauf que le taux il est plus élevé, c'est plus pour les dépenses courantes. L'affacturage, qu'est-ce que c'est que cette patente-là? L'affacturage, c'est dans le fond, c'est qu'on vend notre compte à recevoir en échange d'un pourcentage de ce compte à recevoir-là.
Fait qu'en d'autres mots, vous dites, ben, j'ai des vieux comptes qui dorment dans mon entreprise depuis X nombre de temps. Je n'ai pas été capable de les récupérer par moi-même ou je n'ai pas le temps de les récupérer. Il y a des entreprises qui se spécialisent dans la facturage qui peuvent vous racheter vos comptes à recevoir pour un certain pourcentage. Ils vont qualifier vos clients et ces comptes-là, puis ils vont vous les racheter pour un montant X qui va être déterminé d'avance. Je vous dirais, l'avantage de ça, c'est d'aller chercher de la liquidité à très court terme. Est-ce que c'est un bon Est-ce que c'est un bon moyen de financement sur le plus long terme? Définitivement pas. C'est une situation d'urgence. J'ai des comptes que je ne suis pas capable de récupérer pour X raison que ce soit. S'il y a une possibilité que j'en récupère, que vous le voyez déjà comme une perte, ce compte-là, puis là, vous dites, ben, j'ai peut-être une possibilité d'en récupérer une portion, ça peut devenir une belle avenue. Sinon, la facturage, je vous dis, c'est un financement plus d'urgence qu'une méthode de financement sur une base régulière. Le crédit relais qui est un peu le même concept, sauf qu'on vient se dire, on va le faire d'avance. C'est qu'on va le financer avant que ça devienne un compte à recevoir. Fait qu'en d'autres mots, c'est que j'ai une somme qui est garantie qui est garantie d'avance. J'ai besoin du pont, du relais, justement. C'est pour ça qu'en anglais, c'est un bridge pour venir entre le moment 1 et le moment que je vais l'encaisser. Ce qu'on voit le plus souvent dans ça, c'est par exemple, je viens de recevoir un bon de commande. J'ai une grosse commande d'un nouveau client ou d'un client repeat, puis il dit ben, je n'ai pas la liquidité pour acheter la matière première pour réaliser cette commande-là. Ben là, à ce moment-là, un financement de bon de commande ou un pré-relais peut être un bon outil pour faire ça. Ça, des fois, dans les crédits d'impôt pour la recherche et développement, on le voit aussi. Des fois, pour des subventions à recevoir aussi, des fois, on sait qu'on a signé une entente. L'argent est garanti. C'est sûr que ça va rentrer. Ça peut devenir un bon moyen de financement. Ça fonctionne un peu comme la marge de crédit, là, dans le sens que c'est que ça sert à acheter de l'inventaire ou à faire une dépense aujourd'hui pour un revenu qui vient plus tard. Par contre, le coût est pas mal plus élevé. Fait que, encore une fois, à se servir de façon parcimonieuse, dans le sens que si vous avez accès à une marge de crédit, la marge de crédit va vous coûter pas mal moins cher que le financement de bons de commande, par exemple. C'est juste pour vous donner comme une idée de grandeur. Un bon de commande chez nous, normalement, va être financé entre 8 et 12 de coûts en intérêt. Grosso modo, ça va dépendre de chaque dossier, mais ça ressemble à ça en termes de coûts de financement, plus les frais de dossier qui sont plus élevés aussi. Donc, c'est une bonne façon de scorer avec un nouveau client, par exemple. Vous dites, ben, ça ne me tente pas d'amputer mes liquidités courantes. Ça ne me tente pas de prendre ma marge de crédit qui n'est peut-être pas suffisante ou que je viendrais bloquer pour les 2-3 prochains mois à 100% avec simplement cette commande-là. Puis la banque va vous dire, ben, avant que je t'avance une marge de crédit plus élevée, il va falloir que tu me montres que tu es capable de générer du volume plus élevé. C'est un peu l'œuf ou la poule, là. Ben, ouais, j'ai le volume, mais j'ai pas de liquidité, je ne suis pas capable de générer le volume. Ben, il y a une façon de casser ça. C'est avec un financement relais, c'est avec un financement de bon de commande. Donc, on peut venir, ben, OK, ma première commande sera peut-être un peu moins rentable que ce qu'elle devrait l'être. Par contre, ça va me permettre de mettre un pied chez mon nouveau client. Puis ensuite, de faire débarrer une marge de crédit avec mon institution financière et compagnie. Fait que de venir casser cette roue-là. Financement participatif, le crowdfunding, on le voit souvent. On le voit surtout dans les startups techno, là, le plus, je vous dirais. Le gros intérêt, je vous dirais, du financement participatif, ce qu'on voit pour le commun des entreprises, ce n'est pas nécessairement ce qu'on a entendu parler des grandes campagnes de crowdfunding qui ont levé pas mal plus que ce qu'ils avaient demandé. Je vous dirais, la majorité arrive un petit peu en dessous, on par, un petit peu au-dessus. On est pas mal tout le temps dans le range qu'on vise.
le gros avantage du financement participatif, c'est d'aller, c'est lorsqu'on l'inscrit dans une campagne de marketing, je dirais, pré-lancement. C'est qu'au final, c'est que le financement participatif nous permet de se développer souvent une base de clientèle de fidèles, nos early, nos premiers clients, les clients qui vont adopter notre produit le plus rapidement possible. C'est eux qu'on va aller chercher avec un financement participatif. Ça vient souvent aussi faire effet de premier de proof of concept. C'est qu'on vient dire, ben, regarde, j'ai été capable d'aller chercher, exemple, 25 000 de financement participatif. Ça vient démontrer la demande, l'intérêt pour notre produit. Ce qu'on voit dans la majorité des cas, c'est que oui, on est capable de souvent aller chercher de l'argent comme ça. Par contre, souvent, ça en coûte aussi cher à aller chercher cet argent-là. Fait que la campagne marketing qu'on doit développer autour du financement participatif, pour que ça fonctionne, ben, si on dit je vise 20-25 000 de financement participatif, la majorité du temps, ce qu'on voit, c'est que ça a coûté à peu près le même montant pour être capable d'aller le chercher. Fait que c'est pour ça que je vous dis, quand ça s'inscrit dans une stratégie marketing pour aller chercher des clients et venir démontrer qu'il y a de l'intérêt pour notre produit, c'est un excellent moyen. Mais aller chercher du capital proprement dit, ceux qui vont le faire, là, qui vont vraiment lever des bonnes sommes, c'est un peu l'exception à la règle. C'est sûr qu'on voit, il y en a un par X nombre de dossiers qui va vraiment ressortir, qui a un intérêt marqué pour ce type de produit-là. Mais c'est plus l'exception que la règle. Oui, les types de financement à court terme aussi, ben, on parle de compte fournisseur, compte client, inventaire. Ça a l'air un peu simpliste quand on le voit comme ça, mais c'est souvent la source de financement auquel on a le plus accès, le plus facilement possible, puis avec laquelle on a possiblement le plus de marge de manœuvre. Par exemple, puis on fait souvent l'exercice de venir démontrer ça. Nos comptes fournisseurs, on a souvent l'habitude de le penser un peu comme un compte personnel, dans le sens qu'on ne veut pas avoir de créances avec nos fournisseurs. Fait qu'on va payer cash. On va y aller cash on delivery. Ce qui est correct, ça peut fonctionner. Puis, ben, nos clients, on va être gentils avec nos clients. Fait qu'on va leur donner des délais de paiement. T'sais, on va leur dire, ben, regarde, c'est correct, là, paye-moi pas tout de suite. On va se faire un compte un 15 jours ou un 30 jours, puis avec un état de compte à tous les mois, puis c'est correct. Souvent, on voit aussi que l'inventaire est géré avec une bonne marge de manœuvre, disons. Que les gens vont se garder pas mal plus d'inventaire que s'ils ont besoin pour les opérations courantes. Fait qu'au final, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient souvent amputer notre marge de crédit. On vient loader notre marge de crédit parce qu'on paye nos comptes fournisseurs trop vite. Nos comptes clients sont récupérés trop tard, puis on tient trop d'inventaire. Souvent, c'est une combinaison de tout ça. Ce n'est pas juste un, mais souvent, ça peut être de dire, ben, OK, je vais négocier. Si je paye cash, c'est correct. Est-ce que j'ai des escomptes parce que je paye comptant? Est-ce que j'ai un avantage à payer tout de suite ou non? Si la réponse est non, puis que vous avez un délai de 30 jours pour le payer, ben, vous n'avez aucun intérêt de le payer le jour 1 ou le jour 30. Ça ne vous coûte pas plus cher, ça ne vous coûte rien de plus. C'est un compte, c'est de l'argent que vous avez dans votre compte pendant ce temps-là. Disons, là, encore une fois, le 101 de la gestion de trésorerie, c'est qu'on essaie d'avoir l'entrée d'argent avant la sortie d'argent. Ça a l'air, encore une fois, comme je dis, ben niaiseux dit de même. Là, ouais, c'est bien logique. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on essaie que la récupération de nos comptes clients, là, si on fait des comptes clients, c'est que la vente se fasse et qui est encaissée avant que vous, de votre côté, vous ayez à payer le compte fournisseur. Tant mieux si votre vente est faite au comptant. C'est l'idéal, mais encore une fois, même s'il y a des comptes clients, c'est de même. Des fois, de jouer avec votre niveau d'inventaire aussi, lorsque c'est possible, de dire, ben OK, je n'ai pas besoin d'inventaire. Je fais 4 commandes par année, mettons. Ben, dit, ouais, 4 commandes, ça veut dire que tu loads ton inventaire 4 fois, mais vraiment gros. Y a-tu moyen de le faire 8 ou 10 fois ou de faire une commande par mois à la place de ça, puis de rouler à tous les mois si les frais de transport valent la peine? Des fois, il y a des conditions externes qui le permettent pas. Là. Bon, il y a des périodes pour l'achat, puis c'est comprenable, mais avec un mélange de tout ça,
on est souvent capable de revirer une situation qui est en déficit de fonds de roulement majeur à une situation qui est au moins even en fonds de roulement ou qui est moins déficitaire, là, qui est beaucoup plus facile à gérer. Financement à long terme. Financement à long terme, bien, effectivement, qu'on vient financer, comme je vous disais, des actifs ou des projets qui sont sur le long terme. Quand on parle de long terme, c'est d'1 an et plus. Donc, oui, effectivement, ben, c'est les prêts des organismes, CDE, SADC, peu importe lequel, ça peut servir à ça. Souvent, on fait plus de prêts long terme, prêt commercial, prêt à terme et le PFPEC, qui est le programme de financement des petites entreprises canadiennes, ce que les institutions financières vont souvent nommer comme le PPE, prêt pour petites entreprises. C'est la nouvelle appellation. Ben, je dis nouvelle, je pense que ça fait 5 ans, mais c'est pas revenu encore. Là. PFPEC, ça sonne moins bien que PPE. Mais bref, c'est des financements qui sont garantis par le gouvernement dans ce cas-là. Encore une fois, vous avez l'avantage de le demander si votre projet à long terme peut être financé par un PPE. Normalement, on parle des projets d'amélioration locative, achat d'équipements. C'est les grandes sphères qu'on peut faire avec ça. Puis de la façon que ça fonctionne, c'est que le gouvernement vient en garantir, vient garantir jusqu'à 90 % de votre prêt auprès de l'institution financière. Pour qu'ils vous prêtent, ce qui vous donne des taux d'intérêt qui sont avantageux, puis des conditions de financement là, qui sont plus appropriées. Puis c'est souvent une des premières portes d'entrée dans l'institution financière au-delà du compte de banque là, pour aller chercher un financement. Ça passe souvent par le PPE. Le crédit bail, encore une fois, c'est une bonne façon de financer de l'équipement. Des fois, ça va être votre manufacturier, votre vendeur d'équipement qui va vous le suggérer. Grosso modo, c'est comme un financement long terme. Là, dans la majorité des cas, ça ne change pas grand-chose sur votre paiement, mais dans la mécanique de la chose, c'est que votre vendeur demeure propriétaire de votre équipement tant et si longtemps qu'il n'est pas payé à 100 %. Mais je vous le dis dans les faits, c'est parce que souvent, la valeur résiduelle à la fin, là, ce qu'on a de plus proche de commun puis qu'on connaît, c'est la location d'un véhicule, qu'on dit qu'on va louer sur 5 ans, disons. Sauf que la location de véhicule, quand on arrive à la fin de notre terme, la valeur résiduelle est de, on va dire, 25 000. Ouais, OK, là, c'est une location, là, c'est une dépense directe. Le crédit bail, de la façon que ça fonctionne, la majorité du temps, la valeur résiduelle à la fin des paiements est de 100 $ ou de 1 $ ou de 1 000 $. Bref, c'est un montant qui est plus symbolique dans le total du financement. Fait qu'à ce moment-là, ça revient comme un financement à long terme. Des balances de vente, on le voit beaucoup, beaucoup dans de l'achat de bâtisses. Ou dans de l'achat d'autres entreprises, dans des cas de relève, dans des cas de rachat de compagnie. La balance de vente, c'est quoi? C'est un financement par le vendeur d'une portion du bien qui est vendu. Des fois, vous dites, je veux acheter la bâtisse. Le propriétaire est bien motivé à me vendre sa bâtisse parce qu'il veut partir à la retraite, peu importe, mais je n'ai pas mise de fonds pour l'acheter. Je ne l'ai pas. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce que la transaction peut se faire quand même? Si le propriétaire est prêt à laisser une portion du prix sur la table pendant X nombre de temps, puis c'est surtout de ne pas exiger de remboursement sur ce montant-là pendant cette période de temps-là. La balance de vente peut venir compter comme la mise de fonds dans votre projet. Fait que vous pouvez dire, OK, mon 20 %, c'est le vendeur qui le laisse là, qui va me charger de l'intérêt sur ce montant-là, mais je n'ai pas de remboursement de capital pour les 5 prochaines années, par exemple. Le temps qu'il y a de l'équité qui se paye sur la bâtisse, qu'il y a de la valeur nette qui se paye, là, ça peut compter comme de la mise de fonds. Même chose pour la vente d'une entreprise. Pour le rachat, en fait, nous, on suggère tout le temps d'avoir une balance de vente pour l'acheteur. Et pour le vendeur aussi, mais surtout pour l'acheteur, je vous dirais, parce que la balance de vente, c'est votre coussin de sûreté. Si vous dites, je vais acheter une autre business, justement, vous dites, s'il y a des squelettes qui sortent du placard à un moment donné, j'ai ce coussin de sécurité-là qui peut venir dire,
tu ne m'avais pas dit qu'il y avait des arrérages de taxes qui dataient de je ne sais pas quelle année ou qu'il y a des comptes fournisseurs ou il y a des comptes payables qui arrivent un peu de nulle part. Ce n'était pas dans la transaction, ce n'était pas marqué nulle part. La balance de vente vient servir à éponger ça. Financement à long terme, ben, la subvention, je vous dis, c'est des programmes, de plus en plus qu'on voit, c'est des programmes ponctuels. Lorsque de la subvention, il n'y a plus vraiment de programme permanent, à part le STA qui est pour le démarrage. Là. Le restant des subventions, c'est souvent des programmes très, très ponctuels qui sont là pour quelques mois. Quand vous les voyez passer, faites application dessus le plus vite possible parce que ça ne dure pas longtemps. Fait que c'est ça. Il n'y a pas nécessairement d'inventaire de programmes de subvention disponibles. Comme je vous dis, ils sont tellement temporaires, on les voit tellement passer rapidement que ce n'est pas des enveloppes qui sont super grosses que d'habitude, les montants passent vite, 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 vite. Prêt microcrédit, ben, c'est un peu comme on fait nous, des prêts à terme, mais de moins gros volume. Du capital de risque. Capital de risque peut devenir un beau levier de financement super intéressant. Mais il faut aller vers le capital de risque va s'adresser aux entreprises qui ont des forts potentiels de croissance, des forts potentiels de rentabilité. Grosso modo, c'est que puis là, encore une fois, il y a une gamme de produits de financement dans le capital de risque, mais rapidement, le concept, c'est soit qu'on finance avec un taux d'intérêt qui est plus élevé, qui n'a pas de garantie, ou qu'on cède une portion de nos actions temporairement, ou on fait une dette qui est convertible en actions. Pour que cet argent, pour un investissement dans notre compagnie, ce que ça vient faire, c'est que ça vient servir, encore une fois, d'effet de levier pour être capable de lever souvent plus de financement, pour être capable que la transaction fonctionne. Mais encore une fois, je vous dis, c'est le concept général. À même le capital de risque, il y a un paquet de types de produits financiers qui s'adressent à un paquet de situations différentes. J'aurais pu passer le dernier 40 minutes à vous parler juste de ce bout-là. Fait que là, je l'effleure. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous me recontacterez là-dessus. Prêt provenant d'une tierce personne, souvent, ça va être le Love Money ou des amis, autres investisseurs, partenaires qui peuvent investir dans notre compagnie. Mais comme je vous dis, vraiment, la règle d'or, puis je pense que ça fait 4 fois que je le répète, mais je vais le dire encore une autre fois, financement court terme avec du court terme, du long terme avec du long terme. Et enfin, les 7 astuces pour faciliter le financement. Présenter un plan d'affaires efficace, incluant prévision budgétaire. Évidemment, puis je vous dis, le plan d'affaires, on ne parle plus nécessairement du document de 50 pages qu'on nous demandait de faire il y a quelques années, l'espèce de grosse brique. Un projet d'affaires, un sommaire exécutif. On reçoit des fois des modèles de plans d'affaires, en fait des canevas de modèles d'affaires qui sont pas mal plus faciles à lire, qui sont pas mal plus intuitifs à lire. L'important, c'est que la personne à qui vous le présentez ait le portrait de vous êtes qui, qu'est-ce que vous faites, où est-ce que vous vous en allez, puis comment est-ce que vous y allez. Rapidement, là, c'est pas mal ça. Fait que le document, il y a 4 pages ou qu'il y en ait 5 ou qu'il y en ait une. Si toute cette information-là est dessus normalement, c'est un document qui va suffire pour faire office de plan d'affaires si on veut. Et est-ce que les prévisions financières marchent avec ce que vous dites? Fait que vous dites, ben, je veux doubler le chiffre d'affaires avec tel projet. Les prévisions financières marquent 4 fois. On dit, ouais, OK, pourquoi? Fait que assurez-vous que vos chiffres, ce que vous avancez comme hypothèse de chiffre d'affaires, de croissance que vous présentez, marchent avec le discours et vice-versa. Faites attention à votre bureau de crédit. Votre dossier de crédit personnel, c'est votre carte de visite. C'est la première interrogation de crédit, comme je dis, qui va être faite sur votre entreprise, sur votre projet, c'est sur la vôtre. Donc, assurez-vous de maximiser votre dossier de crédit personnel. Il y a différentes stratégies pour le faire. Des fois, c'est ça, j'ai des entreprises qui vont très bien, puis que le propriétaire a une cote de crédit qui ne va pas super bien. Puis j'ai l'inverse aussi, des entreprises des entrepreneurs qui font très attention à leur dossier de crédit, puis des fois, c'est un peu au détriment de la compagnie. Ben, c'est de s'en servir de façon intelligente, de façon le plus efficace possible de notre dossier de crédit. Puis c'est surtout de comprendre qu'est-ce qui affecte notre bureau de crédit.
J'ai peut-être passé rapidement, là, mais le nombre d'interrogations sur votre bureau de crédit, faites attention à ça. C'est-à-dire le nombre de fois qu'on va demander pour du crédit. On peut demander du crédit lors d'ouverture de compte de banque. Des fois, quand on vient de changer d'institution financière, ça peut être ça. Le nombre de fois si on a magasiné pour un équipement, qu'on s'est fait sortir des soumissions à gauche, à droite, des fois, il y a des enquêtes de crédit qui sont faites à toutes les places. Faites attention à ça. Et ce qui impacte fortement aussi, évidemment que les habitudes de payeur, là, je veux dire, si on ne rembourse pas, ça ne l'affecte pas, mais on va prendre pour acquis que les remboursements sont faits. C'est le niveau de l'endettement. Donc, si vous dites, je paye bien, mais mes endettements sont super élevés comparativement à ma capacité maximale, faites attention à ça. J'ai vu souvent des bureaux de crédit qui étaient maganés par une carte de crédit de 1 000 $ plus que par une carte de crédit de 20 000. Pourquoi? Parce que le solde sur la carte de crédit était par exemple, de 800 $, mais le 800 $ sur 1 000 fait pas mal plus mal, fait beaucoup plus mal que le 800 $ sur 20 000. Pourtant, c'est le même 800 $ de dette. Donc, de juste faire attention à ça, c'est un des indicatifs là, de risque sur un dossier de crédit, c'est le pourcentage de l'endettement total. Préparez votre bilan personnel, soyez-en conscient de la valeur nette que vous avez sur un bilan personnel pour une banque. Qu'est-ce que vous avez offert comme caution, comme garantie? Prévoyez d'avance votre mise de fonds, appuyez sur des prévisions financières. Ça, c'est effectivement, encore une fois, une des pires questions qu'on peut se faire demander comme prêteur, c'est combien je peux avoir pour mon projet. La question, la réponse, il n'y a pas de bonne réponse à ça. C'est plus de voir combien est-ce que vous avez de besoin. C'est quoi le besoin réel? Puis comment tu arrives à me dire que tu as besoin de ça? Puis encore une fois, c'est pour ça qu'on dit qu'il est appuyé par les prévisions de trésorerie, par vos prévisions financières. Si vous dites j'ai besoin d'un fonds de roulement pour démarrer le projet, puis je ne parle pas nécessairement du démarrage de l'entreprise, mais si vous dites j'ai besoin le temps que la machine soit fonctionnelle, le temps que mon site web soit optimal, peu importe, j'ai besoin d'un fonds de roulement X en plus du coût de capital que ça prend pour le projet, la première question va être pourquoi? Pourquoi? C'est parce que mes prévisions de trésorerie vont me montrer que je vais avoir une perte d'efficacité, par exemple, durant les 3-4 premiers mois, puis là, je vais avoir besoin de combler ce manque-là pour être capable de continuer. OK. Me dire, non, j'aimerais ça avoir, je ne sais pas, moi, 50 000 de plus. Ouais. OK, moi aussi. Mais encore, pourquoi? D'où est-ce qu'il sort ce montant-là? Donc, assurez-vous que vous sachiez d'avance combien est-ce que vous avez besoin de financement, puis combien de mise de fonds est-ce que vous mettez dans votre projet. Encore une fois, comme je disais, le 4 pour 1, si on reste dans ces eaux-là, ça devrait faire du sens. On vient de le mentionner, prévoyez votre capacité de remboursement du prêt. Ça se pourrait que par vous-même, vous dites, il va falloir que j'avance moi-même les fonds pour plus que ce que je pensais mettre parce que je n'ai pas la capacité de payer à court terme pour ce prêt-là. Fait qu'encore une fois, d'en être conscient. Soyez préparés et convaincants. Je pense que ça fait plusieurs fois aussi que je reviens là-dessus. Préparez-vous comme il faut. N'arrivez pas à essayer que votre prêteur ne vous arrive pas avec des surprises, qui ne vous sortent pas de la pinte de son chapeau sur votre propre business. Que vous dites, ouais, mais tu n'es pas capable de faire X, Y, ou tu ne penses pas que tu as la capacité de payer en étant préparé, en le sachant d'avance. Ça aide à être beaucoup plus convaincant. Puis surtout, voyez cette demande de prêt-là comme une opportunité pour votre prêteur. Grosso modo, vous n'êtes pas en train, dans la façon qu'on le demande, quand on le demande comme quelqu'un qui est dans le besoin, la réaction n'est pas nécessairement la même que quand on présente une opportunité de placement pour un prêteur. Donc, dans la façon de le présenter, ça aide aussi. Puis, évaluer les conditions de financement, effectivement, comme je disais,
assurez-vous d'avoir un bon produit de financement pour le projet que vous visez. Ça se pourrait que ce soit une combinaison d'un peu tout ça qui mène à la réalisation de votre projet. Mais bref, tout ça pour dire, assurez-vous d'avoir le bon mix de financement là, pour votre projet. Puis pour faire ça, il y a des organismes qui peuvent vous aider, il y a des professionnels qui peuvent vous aider là-dedans. Fait que n'hésitez pas à faire appel à eux. Et de mon côté, ça fait le tour sur ce. Je vous souhaite bon succès. N'hésitez pas à venir nous voir. Autant la SADC, la CDE, la manufacture, on est là pour vous aider, pour vous supporter. Tout ce qu'il y a là-dedans, s'il y a des trucs qu'on dit, tu parlais chinois, ça se pourrait. J'ai essayé de parler le plus français possible. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, prenez le téléphone, venez nous voir. Quoique présentement, se voir, c'est un peu complexe, mais on peut se faire des vidéoconférences là, sans problème. Donc, je vous souhaite bon succès pour la suite. Merci, Jean-Sébastien. Je vais t'inviter à enlever la présentation. Le share screen, le partage d'écran. Oui, super. Merci beaucoup de ta présentation. Écoute, tu baignes dans le sujet cette année encore plus que jamais. Donc, le financement, c'est vraiment ton expertise basée sur le nombre de dossiers que tu as vus aussi. J'invite les gens, s'il y en a qui avaient des questions à poser directement à Jean-Sébastien, on aurait quand même quelques minutes de disponible. Autrement, il y aurait possibilité aussi de le joindre par courriel. Bien, merci beaucoup. C'est vraiment fort intéressant. On sent que vous avez de l'expérience sur le terrain. Merci. Merci. C'est souvent un des sujets les moins appréciés de la part des gens. J'essaie de le rendre le plus facile possible. En temps et lieu, on se reparlera. Je vous remercie. Super. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question. Bonjour tout le monde. Premièrement, je n'ai pas pu saluer les gens. J'ai eu des difficultés avec je n'avais pas reçu le lien Zoom. Par rapport au crédit personnel, Jean-Sébastien, si c'est la compagnie qui achète une autre compagnie, est-ce que le crédit personnel du signataire des chèques a autant d'importance? Oui. Puis je vous dis, ça a de l'importance jusqu'à très loin dans l'évolution de votre entreprise. Oui, tu as parlé de 5 à 10, les 5 à 10 premières années. Là. Ça peut être plus que ça. Là. En fait, ça va toujours compter dans le calcul de risque de crédit d'un investissement. Puis même pour les banques, c'est la même affaire. Grosso modo, c'est quoi la logique derrière rapidement? C'est que l'historique de remboursement personnel fait souvent aussi office de la façon que les gens gèrent l'argent dans leur entreprise. Fait que si on a un bon historique de crédit personnel, en temps normal, on a un bon historique de remboursement avec la compagnie aussi. Mais tu sais, juste pour faire comme un exemple rapide, j'ai déjà fait un financement dans une entreprise qui valait, je vous dirais rapidement, autour de 20 millions avec un chiffre d'affaires qui était super élevé, ces affaires-là. Puis, je suis arrivé avec mon offre de financement, ces affaires-là. Puis, j'ai demandé la cote de crédit personnel. C'est la première affaire que j'ai demandé de tous les actionnaires et j'ai demandé le cautionnement personnel de tous les actionnaires aussi. La personne était un peu insultée de dire, là, tu sais, j'ai une grosse valeur nette, mon entreprise, elle va bien, je génère des bénéfices, ces affaires-là. Mais je vous dis, à moins d'être en bourse, là, dans le sens que les chances que vous ayez pu à vous servir de votre caution personnelle sont plutôt minces. J'en ai pas vu. Souvent, ce qui va arriver, c'est qu'avec le temps, l'importance de votre bureau de crédit personnel est moins élevée. Le montant du cautionnement demandé est moins élevé. Mais il y a tout le temps une responsabilité personnelle qui va être demandée là, dans le financement. Là. Puis, j'ai une sous-question par rapport à ta réponse. Dans le cautionnement, est-ce que si on prend de l'argent de la compagnie pour investir dans une autre entreprise, par exemple, est-ce que de l'argent pris dans l'entreprise peut être considéré comme un cautionnement? Ou est-ce que ça prend vraiment de l'argent personnel que je sors de mon compte personnel?
Pas nécessairement. Là, c'est qu'il y a il y a deux concepts. Il y a la mise de fonds puis il y a le cautionnement. Le cautionnement, c'est qu'on signe comme étant responsable de la dette si jamais l'entreprise ne paie plus. OK, ça ne me demande pas nécessairement de l'argent. Pas OK, nécessairement. C'est pour ça, des OK, fois, quand les gens ont des bureaux de crédit qui sont un peu moins optimaux, des fois sont un peu maganés pour X, Y raison, on va demander d'aller chercher un endosseur. Fait que c'est un cautionnement qu'on va demander à quelqu'un d'autre qui peut venir compenser pour ce manque-là. Des fois, c'est par manque de garantie ou c'est parce qu'un bureau de crédit est moins intéressant. Mais il peut avoir un cautionnement personnel, mais puis si on va chercher de l'argent dans l'entreprise pour investir dans une autre, on est s'il y a un financement là, qui est relié dans ça, là, vous dites, ben moi, j'ai la compagnie A, je veux acheter les actifs de la compagnie B, mais j'ai un montant de cette transaction-là dans mon compte de banque, j'ai besoin d'un financement de plus pour aller faire le reste. Bien, oui, ce montant-là peut compter comme mise de fonds, c'est clair. Mais ça va quand même, s'il y a un financement, ça va demander le cautionnement personnel pareil. Là. OK, parfait. Mais je comprends mieux la subtilité de cautionnement puis de mise de fonds. Oui, c'est ça. Des fois dans le langage. Dans le jargon, oui. Oui, effectivement, dans mon jargon à moi, un cautionnement, c'était une mise de fonds. Mais là, je comprends bien pour les investisseurs, c'est pas tout à fait. Là. Il y a une subtilité entre les deux. Je te remercie de ça. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y aurait une dernière question avant qu'on puisse se laisser? Pas à cette étape-ci. Attends, oui, j'en ai une. Oui. Vous avez parlé de l'entrepreneur, donc qui était vraiment un élément très important là, lorsque vous analysez un dossier. Puis de présenter ses lacunes. Vous avez parlé de, il faut vraiment voir qu'il y a les forces en lien avec l'entreprise ou le type d'entreprise qu'il veut faire. Si on voit que la personne s'entoure bien, donc, puis va justement combler certaines lacunes, vous regardez ça aussi? C'est clair. Oui. Ben, en fait, c'est ça, c'est quand les gens nous arrivent et qui nous disent, c'est bon, par exemple, moi, ma force, c'est pas le marketing. Je suis excellent dans ce que je fais. Quand j'ai les deux mains dedans, dans mon entreprise, ça va très bien. Mais j'ai de la misère à me vendre. Où j'ai de la misère, où je ne suis pas expert avec les médias sociaux. Puis là, surtout par les temps qui courent, c'est très, très, très important. Mais qu'on ne l'a pas, ça, j'ai de la misère à écrire ces affaires-là. Mais on dit, mais par contre, j'ai quelqu'un qui fait ça. J'ai embauché une firme qui fait mes textes pour faire ma révision. J'ai ci, j'ai ça, j'ai ça. C'est qu'on vient atténuer le risque. C'est qu'on dit, ben, j'ai une lacune là, mais je fais ça pour contrer cette lacune-là. Donc, de l'identifier de façon très transparente, c'est une bonne chose. C'est excellent. C'est excellent. Effectivement, c'est une relation de confiance qu'on vient bâtir avec un prêteur. Au-delà du chiffre, puis de la demande de financement, puis de tout ça, c'est une relation de confiance. Je vais vous dire, bien honnêtement, la majorité du temps, on le sait dans le premier 10 minutes de la conversation avec quelqu'un si on va prêter ou pas. On est pas mal sûr. Pourquoi? Parce qu'au final, c'est comme je dis, c'est une relation de confiance entre humains. Il n'y a pas de secret dans ça. Là. C'est est-ce que je fais assez confiance pour dire on va être capable d'avoir une relation d'affaires ou non? Fait qu'au final, ça reste ça. J'ai eu un dossier il n'y a pas très longtemps. Le projet faisait du sens. Le courant ne passait pas pantoute. Je n'étais pas capable de sentir que j'avais le portrait complet de la personne qui me livrait l'information, la transaction a planté. Pas parce que le projet ne faisait pas de sens. Je sentais qu'il y avait anguille sous roche, il y avait du non-dit dans ce qui était transmis comme information. Puis là, on n'était pas capable de mettre le doigt dessus, peu importe par le nombre de questions, la quantité de conversations qu'on pouvait avoir avec cette personne-là. On a dit, regarde, on ne sera pas capable d'aller de l'avant. On n'a pas cette honnêteté-là, on ne sent pas que tu nous livres toute l'information. Puis ça peut être des PKD. Là, des fois, on peut s'accrocher les pieds sur. On pense qu'il faut cacher tel. Non, dis-le, on va l'adresser. Puis surtout, avec des organismes comme nous, on est là pour vous aider. On est là pour adresser ce type de situation-là. Puis de s'assurer que par après, que ça n'arrive plus ou que ça arrive moins ou de mettre encore une fois des mesures d'atténuation pour ça. Tu as de la misère avec ou j'ai un historique, j'ai fait faillite il y a 15 ans. OK, mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est des choses qui arrivent. Là. C'est pas mais je ne veux pas le découvrir quand je sors le bureau de crédit puis je vois que mais pourquoi pourquoi tu ne me l'as pas dit? C'est pas grave, fais juste me le dire. Fait que c'est ça.
Merci. Ça fait plaisir. Excellent. Alors, une fois de plus, je vous remercie tout le monde de votre participation. Pourquoi je ne me vois pas? Je ne me vois pas. Oui, ben voilà. Fait que je vous remercie tout le monde de votre participation. En besoin, vous savez où joindre Jean-Sébastien Roy à la SADC des Laurentides. Et autrement, si vous voulez en savoir plus sur la manufacture, l'incubateur d'entreprise des Laurentides et aussi la phase 2, la cuisine commerciale tout équipée qui sera, qui, nous le croyons, ouvrirait ces prochains mois parce que les travaux sont officiellement débutés. Revenez vers nous sur notre site Internet, la manufacturelaurentide.com et je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et puis peut-être adhérer à notre infolette afin de vous tenir bien au courant de tout ce qui se passe ici. Au plaisir de se retrouver lors d'un prochain événement. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye bye, bonne journée. Belle représentation de la belle. Oui. Comme trésorière de la Chambre de commerce, je ne pouvais pas m'empêcher de le mentionner. Bonjour tout le monde. Bye bye. Bonne journée, bye bye.